Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reprendre le chapitre 2. Donc la semaine dernière, on s'est été arrêté sur un petit exercice sur le choix des contacteurs. Et auparavant, on avait vu donc dans ce chapitre 2 les appareillages, donc notamment le sectionneur, les interrupteurs, les relais électromécaniques avec voilà, leur principe de fonctionnement, leur dimensionnement et le choix de ces appareillages. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur la fin du chapitre 2. Donc, et nous allons voir notamment les relais, toujours les relais, mais cette fois-ci les relais temporisés. Donc je vais vous mettre les slides en vue. Donc après les contacteurs, donc on va regarder les relais temporisés, à quoi ils servent. Donc ici, le relais temporisé, c'est un appareil donc, qui peut ouvrir ou fermer un ou plusieurs contacts avec un retard, excusez-moi, déréglable. Donc on va partir du même principe qu'un relais électromécanique, mais cette fois-ci, en option, on a cette faculté de pouvoir temporiser l'ouverture ou la fermeture de ce contact à partir de l'excitation de la bobine. Donc on a différents types de relais, donc soit cette temporisation intervient lors de l'alimentation de la commande, c'est-à-dire quand on excite la bobine, on parle de temporisation de travail ou à l'action. Donc on dit des relais dits à enclenchement retardé, c'est-à-dire qu'on va retarder l'enclenchement par rapport à l'excitation de la bobine. Donc je vais vous montrer les symboles qui permettent de reconnaître ces types de contacts et on va faire un petit chronogramme pour voir après les actions qui sont associées. Donc la bobine, pour un relais, elle ne change pas, donc c'est toujours un bloc, un genre de carré. Le contact à fermeture, donc ici, vous voyez que l'on va retrouver un interrupteur, mais c'est ce petit, alors je vais prendre un pointeur, c'est ce petit arc de cercle ici qui vous dit qu'on a un contact à fermeture, ici, forcément, mais que c'est un relais, un contact temporisé associé à la bobine du relais. Et ensuite, vous avez le contact à ouverture qui est le dual, donc là, on retrouve le contact à ouverture classique avec ce petit arc de cercle ici, toujours, qui permet de dire que c'est un contact temporisé. Donc si on regarde le chronogramme, je vous parle d'un relais temporisé, temporisation au travail ou à l'action. Donc on dit que c'est un relais à enclenchement retardé. Donc ici, si j'excite la bobine, on part un chronogramme, à 0, la bobine n'est pas excitée, à 1, la bobine est excitée. Donc je vous rappelle que monostable, un relais monostable, quand vous excitez la bobine, le contact associé se ferme. Quand vous lâchez la bobine, on a la ressort de rappel, le contact s'ouvre, si c'est un contact à fermeture. Donc ici, comme on est temporisé, à l'action, à enclenchement retardé, vous voyez qu'on va se retrouver ici. Quand je vais exciter la bobine, au lieu que le contact passe à 1, donc se ferme, on va attendre un certain temps. Donc enclenchement retardé, une temporisation qui sera définie et qui est réglable. Et c'est à partir de la fin de cette temporisation que le contact va se fermer. Par contre, lorsqu'on désexcite la bobine, on a bien un retour direct, automatique et direct. Il n'y a pas de temporisation. A l'inverse, le contact à ouverture, cette fois-ci, donc lui, il est normalement fermé. Donc au départ, il est à 1. Quand vous excitez la bobine, au lieu de s'ouvrir directement, vous avez toujours cette temporisation. Donc il va rester fermé encore un peu. Et à la fin de cette temporisation, il va s'ouvrir. Et au relâchement de l'excitation, il va repasser dans son état normal initial, dans son état fermé. Donc il revient à 1. Donc voilà cette partie-là sur les relais temporisés. Donc bien sûr, s'il y a un relais à enclenchement retardé, on va retrouver aussi des relais où ça ne va pas être à l'activation de la commande, mais ça va être à la fin de la commande. Donc on va dire, on appelle ça des relâchements. Temporisation, repos. Donc relais dit à relâchement retardé. Donc si on reprend le même principe, le symbole de la bobine ne change pas. Cette fois-ci, comment on reconnaît les contacts? Donc vous aviez vu tout à l'heure, juste avant, que c'était un petit arc de cercle, concave. Donc, concave, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais voilà, c'est par rapport à des courbes en mathématiques. Donc ici, vous avez toujours un arc de cercle, mais cette fois-ci convexe, donc dans l'autre sens. Et idem pour le contact à ouverture, vous avez donc le contact, toujours pareil, là, l'arc de cercle convexe ici. Donc maintenant,
ici, si je reprends toujours l'excitation d'une bobine, donc ici on est à relâchement retardé, donc c'est-à-dire qu'à l'activation, il n'y aura pas de retard, on va être activé de suite. Par contre, quand on va relâcher l'excitation, cette fois-ci, le contact, lui, va rester fermé encore un moment, pendant un temps t, la temporisation, et ensuite il va descendre à l'état 0. Inversement, lui étant fermé à l'état initial, une fois que vous excitez, il s'ouvre, et quand vous relâchez l'excitation, il reste ouvert, et ensuite il repasse à son état initial, c'est-à-dire à son état fermé à la fin de la temporisation. Donc ça, c'est des relais qui existaient. Alors maintenant, comme je vous ai dit, quand je vous avais parlé des relais, effectivement, avant, quand il n'existait pas d'automate, on faisait du câblage par relais. Donc il y avait énormément de relais pour faire justement toutes ces fonctions dans les armoires ou dans les pupitres de commande. Maintenant, on est passé sur des automates avec des temporisations intégrées, mais on utilise encore quelques fois ces relais temporisés. Donc c'est un relais où on ajoute un petit bloc dessus de temporisation qui permet de retarder les retards à l'activation ou au relâchement. Donc on va faire un petit exercice ici. Donc on va prendre un exemple, un four, et on veut que 10 secondes après le démarrage du four, donc là on a bien cette notion de décalage, de temporisation, un ventilateur soit activé. Donc c'est-à-dire qu'on va démarrer un four et 10 secondes après on va activer un ventilateur. Par exemple, ça peut être, typiquement dans ce genre d'application, ça peut être les fours de chauffe. Vous savez, sur les films rétractables, sur des palettes, il faut mettre en four, le four. Alors 10 secondes, c'est un temps, voilà, c'est peut-être court, mais c'est pour le principe de fonctionnement. Un four qui va se mettre en chauffe, donc c'est des résistances de chauffe, donc ça met un certain temps à monter en température. Et ensuite, on va générer de la ventilation pour que la chaleur soit plus homogène dans toute la répartition du four. Donc c'est pour ça qu'on décale, on n'a pas beaucoup besoin de ventilation dès le départ. Donc ce qu'on va vous demander ici, c'est de faire un schéma de puissance. Alors le schéma de puissance, je vais le faire avec vous. Et ensuite, ce qui est intéressant ici, par rapport à l'application qu'on va faire, donc au relais temporisé, puisqu'on a bien cette notion de décalage de 10 secondes, donc une tempo, c'est faire le schéma de commande. Donc le schéma de puissance, c'est, vous l'avez vu dans les exercices précédents, on avait un schéma de puissance et le schéma de commande qui permet de commander la puissance. Donc je vais faire ici le schéma de puissance. Donc je vais vous faire ici. Alors attendez, non, il faudrait que je mette déjà le stylo, ça sera plus simple. Stylet, et je vais changer la couleur, on va la mettre en noir. Voilà. Donc le schéma de puissance. Alors c'est basique, hein, on va faire quelque chose. Donc on est sur du triphasé. Donc je vous mets les 3 phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Et ici, on va avoir nos départs pour le four. Donc, le four, il va être commandé par des contacteurs de puissance. Donc je vous rappelle la représentation. Donc ils vont permettre d'ouvrir ou de fermer, enfin, d'alimenter ou pas le four. Et là, ici, on va mettre un bloc, hein, on ne va pas s'embêter. C'est pas le but de l'exercice. Donc ici, le four. Si on va l'appeler KM1, donc le contacteur de puissance. Et ici, je fais un deuxième départ. Toujours des contacteurs. Donc là, bon, ça va peut-être l'agrandir un peu. Et ici, ben, ça va être le ventilateur. Et ça sera KM2. Donc ça, c'est mon schéma de puissance. Donc c'est-à-dire que, grosso modo, si on comprend bien, ici, il va falloir fermer les contacts KM1. Et 10 secondes après, automatiquement, il faudra que KM2 se ferme. Bien sûr, c'est fait de façon automatique. Hein. Autrement, on met 2 boutons poussoirs et on compte 10 secondes et on les fait déclencher l'un après l'autre. Mais bon, c'est pas le but. Donc ici, si je veux faire mon schéma de commande, comment ça va se présenter un peu, hein. Vous pouvez reprendre aussi
dans les exercices précédents, vous voyez, il y a un schéma de puissance et un schéma de commande. Donc ici, on va partir sur 2 phases. Je vais prendre là. Alors, attendez. Voilà, on va avoir un transfo. Donc si je pars entre 2 phases, ça veut dire que j'ai du 400 volts. Et je vais passer en... Voilà, la commande, généralement, ça peut être en... Allez, on va mettre 24 volts. Ici. Et donc, oula, pardon. Et donc ici, je vais avoir ça. Et ici, maintenant, il va falloir que je mette les bobines qui commandent mes contacteurs. Donc forcément, je vais avoir... Alors, attendez. Ah, je vais prendre la souris. Je vais le faire un peu plus bas, parce que autrement ça va faire trop court. Alors, on va le styler. Donc ici, j'aurai sûrement une bobine KM1. Ici, j'aurai une bobine KM2. Et ici, il va falloir que je trouve les commandes qui vont me permettre d'alimenter celui-là en direct de suite. Et une fois que celui-là a été alimenté, 10 secondes après, KM2 est alimenté automatiquement. Donc il va y avoir cette notion de contact retardé. Donc il va falloir sûrement utiliser un relais électromécanique temporisé. Donc comme on a pu voir, une bobine d'un relais que vous allez nommer K1 et un contact. Alors est-ce que c'est au relâchement ou à l'activation? Donc ça, je vous laisse regarder. Donc je vous conseille de couper la vidéo, enfin d'arrêter la vidéo, de mettre sur pause et essayer de réfléchir à ce schéma que vous pouvez faire en regardant les documents qu'on a vus précédemment sur le relais temporisé et essayer de l'intégrer dans ce schéma-là avec, pour activer, un bouton poussoir. Vous mettez un bouton poussoir, il faut bien qu'à un moment donné on active, mais qu'après ça soit fait de façon automatique. Donc je vous laisse 5-10 minutes, vous réfléchissez sur ce schéma et ensuite on reprend la vidéo et vous regardez si vous avez fait juste ou on regardera la correction. Voilà, allez-y. Alors, on reprend, on va voir si vous avez réussi à faire le schéma. Donc ici, je vous ai dit... Non, je cherche... Donc pour démarrer, il va bien falloir qu'il y ait une commande manuelle au départ. Donc on va mettre un bouton poussoir ici. Je regarde où j'en suis. Voilà. Que je vais nommer voilà, S1, qui va être mon bouton marche et qui va activer KM1. Donc là, c'est-à-dire que quand je actionne mon bouton poussoir, j'alimente KM1. Donc la bobine est excitée et donc ici, je vais aller fermer mes contacts ici, KM1, donc je vais alimenter mon four. C'est à partir de là maintenant que je veux déclencher une temporisation qui va me permettre de compter 10 secondes pour alimenter KM2, donc cette bobine là. Donc ici, donc attention, ici il va falloir que je mette en parallèle une bobine que je vais nommer K1 qui sera mon relais comment dire, mon relais électromécanique temporisé, et donc c'est à lui que je vais y associer le contact temporisé, puisqu'on ne peut pas associer, il n'existe pas de contact temporisé pour les contacteurs. Effectivement, si on a vu des contacts temporisés pour les contacteurs, on aurait pu se passer d'une bobine pour le relais, mais ça n'existe pas. Donc c'est bien des relais temporisés. Donc ici, il va falloir que je rajoute, donc si je continue ici, ici je vais avoir un contact qui va s'appeler, donc pour le repérer, K1. Je vous ai dit que le repérage des composants se faisait par le nom, donc ça veut dire qu'ici KM1 est associé au contact, KM2 aussi, et K1 lui est associé à ce contact. Donc ici, vous avez une commande, et ici on a dit que c'était un contact temporisé. Donc là, si je laisse comme ça, c'est un contact instantané, c'est-à-dire que quand là, si j'appuie sur S1, j'alimente K1, je ferme le four, j'alimente KM1,
j'alimente K1. Si je laisse comme ça cette représentation, celui-là va se fermer automatiquement, c'est un contact classique, et donc je vais alimenter KM2, donc instantanément. Donc les deux vont être alimentés en même temps. C'est pas ce que je souhaite. Donc ici, je montre par la symbolisation, la normalisation des représentations, que j'ai un contact. Alors c'est pas terrible, là, je fais un pavé là. Donc vous reprenez le signe qu'on a vu avant, donc concave cette fois-ci. Donc ici vous avez un arc de cercle. Voilà, comme ça. Et donc là vous mettez par exemple T, si on veut donner des indications, est égal à 10 secondes. Donc maintenant, alors bien sûr là c'est basique, il n'y a pas de protection ou quoi que ce soit, mais c'est pas le but de ce schéma. Donc ici, quand j'appuie sur S1, j'alimente KM1, je ferme mes contacts, le four se met à chauffer, j'alimente aussi K1 en parallèle. Comme j'y ai associé un relais, un contact temporisé, ce contact-là, à partir de l'activation, il va compter 10 secondes, et au bout de 10 secondes, il va se fermer. Et donc j'alimente KM2, et donc je vais fermer mes ventilateurs. Donc voilà, après on pourrait rajouter ici un bouton poussoir normalement fermé pour l'arrêt. Donc là on aurait marche arrêt, et donc on couperait l'ensemble du système. C'est pas le but ici de cet exercice, c'était pour vous montrer comment on pouvait utiliser un relais temporisé. Voilà. Alors, on va passer au dernier type de relais, donc qui sont les relais thermiques. Effectivement, ici, dans cette représentation que je vous ai faite, on pourrait aussi rajouter des relais thermiques avec un contact ici, mais vous reprenez l'exercice qu'on a vu précédemment où il y a un schéma qui est complètement développé et entier. Alors, le relais thermique, son rôle, lui, c'est de détecter les surcharges. Donc, il détecte une élévation de température, donc due à un courant qui est anormalement supérieur au courant nominal, et il informe la partie commande grâce à des contacts à ouverture ou fermeture. Donc en aucun cas il ouvre les contacts de puissance. Donc on l'avait vu dans la représentation, les relais, les relais thermiques, quand ils sont dans la partie puissance, je vous avais montré qu'il n'y avait pas de coupure. Donc on va essayer d'en reprendre. Alors attendez, je vais arrêter ça. Alors on va dire non. Et je vais revenir sur un schéma avec un relais thermique. Voilà, ici. Donc le relais thermique, vous l'avez ici, c'est F1. Donc vous voyez bien qu'ici, dans la partie puissance, je vous avais montré qu'ici, vous avez que le circuit n'était pas ouvert. Parce que, à contrario, regardez les contacteurs de puissance. On voit bien l'ouverture. Donc ici, lui, son rôle, c'est une surveillance. Je vous avais expliqué que lui, il surveille, il détecte une anomalie de température élevée. Et ensuite, il va informer son contact ici dans la partie commande. C'est-à-dire que quand on devient trop haut, ce contact va s'ouvrir. Et donc, on coupe directement en amont la partie commande. Donc KM1 n'est plus alimenté. Et donc, les contacts ici s'ouvrent. Donc, c'est bien KM1 qui a le pouvoir de coupure. Mais c'est F1 qui surveille l'élévation de la température. Donc, c'est bien un rôle de surveillance. Donc, je reviens là. Donc, voilà. En aucun cas, voilà, il ouvre. Donc, pour expliquer, voilà, grosso modo, je vous ai fait un petit schéma ici. Alors, on vient ouvrir, vous voyez que c'est là dans la partie puissance, on a le courant qui passe dans le relais. Forcément, hein, on a l'arrivée du courant et la sortie du courant. Et vous voyez que j'ai mis deux couleurs, c'est fait exprès, c'est pour distinguer. On appelle ça un bilame. Donc, un relais thermique, c'est un bilame. Donc, c'est deux matériaux qui sont soudés ou collés à froid et qui ont alors, je sais pas si des modules de déformation, on appelle ça le module de Young, par rapport à la température, qui sont différents. Vu que c'est des matériaux différents, les modules de déformation, la réaction par rapport à la température est différente, ce qui va entraîner une courbure, une déformation de votre bilame. Et donc, à un moment donné, quand cette déformation est trop importante par rapport à l'élévation, il va envoyer un signal. Et donc, vous voyez, c'est le contact associé, donc sur la sortie, vous voyez, c'est pour imager, la déformation entraîne l'ouverture du contact dans la partie commande. Là, on est dans la partie puissance. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas d'ouverture. Là, il y a juste une détection et on vient ouvrir ici. Alors bien sûr, comme ça répond à une réaction, donc
thermique, donc par rapport à l'élévation de la température, il faut que cette élévation soit due au processus, c'est-à-dire que vous ayez un courant de votre application qui soit anormalement élevé, mais que ça ne vienne pas de la température ambiante. C'est-à-dire que si vous faites travailler votre relais dans un environnement où il fait 10 degrés ou dans un environnement où il fait 50, la température n'est pas la même, il ne faut pas que ce soit cette déformation qui soit prise en compte. Il faut vraiment que ça soit dû à l'application et pas à l'environnement. Donc on a une compensation de la température ambiante. Ça va laisser passer les surcharges temporaires. Donc par exemple, comme je vous avais expliqué, les moteurs, au démarrage, on a des points de courant qui sont assez élevés, donc forcément, mais qui durent très peu de temps, donc l'élévation de température n'a pas le temps d'être trop importante, enfin, dans le temps, et donc il faut qu'il puisse laisser passer cette pointe de courant qui n'est pas anormale, puisque c'est un démarrage, on va dire, d'un système. Mais par contre, si ça dure trop longtemps, là, dans la notion de temps, il va falloir qu'il déclenche. Et on va voir qu'on a différentes classes de déclenchement. Alors on a les classes 10, classe 10A, classe 20 et classe 30. Donc, pareil, ici, vous voyez bien que vous verrez que ça sera exactement la même chose pour les fusibles et pour les disjoncteurs qu'on verra par la suite. Ici, vous avez toujours dans votre graphique en abscisse le IR. Donc c'est les multiples de IR. IR étant le courant de réglage, le courant de relais. Et forcément, il est égal à IN. Donc ici, on est normalisé par rapport à IN. Donc c'est-à-dire que quand IR égale à IN, ça vaut 1. Voilà, on a le courant nominal. Donc le déclenchement, vous voyez, en axe désordonné, vous avez le temps. Donc le temps de déclenchement. Bah, si on est au courant nominal, la courbe de déclenchement va être tangent. Donc le temps, il est infini. Normal. On est à courant nominal, il n'y a pas de raison qu'on déclenche. Et dès qu'on commence à dépasser ce courant nominal, vous voyez, 1,05, donc c'est-à-dire qu'on est 5% au-delà du courant nominal. Les temps de déclenchement, vous voyez, l'ordre de quelques heures. Et puis au fur et à mesure le courant va augmenter, forcément l'échauffement va être de plus en plus important, et donc forcément le temps va être de plus en plus court. Et les différentes classes, on va dire que c'est la décroissance exponentielle qui est plus ou moins rapide. Donc ça dépend après le principe de déclenchement ou le déclenchement qu'on veut avoir. Si on veut être plus sécuritaire ou peut-être un peu moins sécuritaire. Donc ici, je vous ai mis des ordres de grandeur par rapport aux différentes classes. Donc vous voyez, ben, ça va dépendre après des classes. Ici, par exemple, pour 7 fois, vous voyez, ici, alors attendez, je vais prendre un surligneur. Ici, pour 7,2 fois le courant nominal, donc ici, on se retrouve ici, vous voyez que les temps peuvent varier en fonction de la classe. Ici, vous allez d'une trentaine de secondes à un peu moins d'une dizaine de secondes. Donc, vous voyez ici, pour une classe 30, on peut aller jusqu'à une trentaine de secondes. Et ici, on va être plus aux alentours de inférieur à 10 secondes. Donc, on déclenche plus rapidement. Donc voilà un peu ces ordres de grandeur qu'il faut regarder par rapport à ici. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dès que le courant devient plus important, le temps forcément va être plus court. Ça sera le même principe pour les fusibles et pour les disjoncteurs qu'on va voir par la suite. Donc ce qui va arriver dans le chapitre 3. Donc là on a fini avec ce chapitre, et donc effectivement dans les vidéos que vous allez voir par la suite, là, aujourd'hui, dans le chapitre 3, vous allez voir donc les appareillages qui servent ici à la protection contre les surintensités, donc là on va dire les courts-circuits élevés, donc qui sont le fusible, donc on va dire classique, hein, qui est ancien, et le disjoncteur, donc qui lui, on verra, comble, on va dire, tous les inconvénients qui peuvent venir du fusible. Donc cette vidéo là est terminée, et je vous laisse prendre la suite des vidéos pour regarder donc sur le chapitre 3, avec à la fin un petit exercice sur le dimensionnement. On va prendre une application et sur le dimensionnement de tous les appareils qu'il y a dans une installation à partir de doc constructeur. Voilà. Je vous laisse donc pour prendre la suite donc, du chapitre 3.